Alors, pour le dernier témoignage, donc c'est aussi en visio, oui. Oui. Donc, ça sera Sylvain Ducrot de l'ONF. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente Sylvain Ducroux, directeur territorial adjoint donc pour les trois régions Hauts-de-France, Normandie et Île-de-France. Et donc là, je vais vous parler plus particulièrement de l'Île-de-France. Donc petite présentation rapide des forêts domaniales d'Île-de-France qui couvrent 13 000 hectares pour une cinquantaine de forêts, soit 6% de la région. On peut rappeler que l'Île-de-France a un taux de boisement qui est à peine inférieur à la moyenne nationale. On l'oublie parfois, mais l'Île-de-France est boisée à peu près sur le quart de sa surface, et donc le quart de la forêt appartient elle-même à l'État. Pourquoi cette proportion importante de forêts appartenant à l'État? C'est parce que dans cette région très urbaine, il y a longtemps eu une politique d'acquisition foncière pour ménager des espaces forestiers face à une urbanisation galopante qui se propageait en tache d'huile, ce qui explique la part importante des propriétés forestières de l'État. Forêts essentiellement feuillues, comme la plupart des forêts du bassin parisien, mais surtout des forêts très marquées par la forte pression sociale. Rappelons que l'Île-de-France, c'est 18% de la population française sur un peu moins de 2% du territoire. Si on parle de leur gestion actuelle, depuis octobre 2017, l'Office national des forêts a donc officialisé à travers un communiqué de presse la fin des coupes rases. Alors, la fin des coupes rases, je l'ai mis entre guillemets, puisque là, ici, on parle des coupes rases au sens du grand public, à savoir que ça inclut les coupes de régénération au sens large, y compris la régénération naturelle par coupe progressive. En gros, dès lors qu'il n'y a plus d'arbres adultes, les gens qui qualifient cela de coupe rase, on n'est pas forcément dans les coupes à blanc et toc, au sens strict du terme, qui, elle, a été abandonnée de toute façon depuis très longtemps. C'est une orientation d'ordre sylvicole qui s'inscrit dans un cadre plus général qui vise en fait à adapter la gestion au contexte périurbain de cette région et qui s'accompagne d'autres mesures sur l'évolution des conditions de commercialisation des bois, d'exploitation, de concertation avec les parties prenantes, de gouvernance autour de la forêt et de dialogue en fait avec les interlocuteurs du territoire. C'est une démarche qui avait été déjà enclenchée lors d'une conférence débat en janvier 2012, initiée par le président du conseil d'administration de l'ONF d'alors. Donc, fin des coupes rases, encore une fois au sens du grand public, fin des coupes de régénération en plein, ça veut dire effectivement abandon du suivi surfacique, et donc désormais on est sur un traitement en futée irrégulière partout, ce qui constitue une rupture sur le papier par rapport à l'application antérieure du traitement régulier qui était, lui, inversement généralisé donc il y a encore une dizaine d'années. Alors, je dis quasi généralisé, il y avait bien des surfaces traitées en futée irrégulière, mais jusqu'à il y a une dizaine d'années, généralement, c'était une façon polie de dire débrouillez-vous et faites pour le mieux dans des zones qu'on ne savait pas tellement comment gérer. Là, ici, je parle bien d'une gestion en futée irrégulière généralisée qui est proactive. Alors, une mise en place qui s'est quand même pas fait sans mal, hein, avec un changement de paradigme assez important, qui a conduit notamment à former l'ensemble des personnels. On est sur des volumes de formation de l'ordre de 500 jours par an à peu près, qui se poursuit encore aujourd'hui, et qui a été basé sur des échanges avec des praticiens et des gestionnaires qui pratiquaient déjà la sylviculture mélangée à couvert continu ou le traitement en futée irrégulière. Et donc, on s'est fait quelque part accompagner, on n'a pas souhaité réinventer l'eau chaude dans l'affaire. L'abandon du suivi surface X repose aussi sur la mise en place de réseaux de placettes permanentes qui couvrent aujourd'hui 2/3 de la surface des forêts. Alors réseaux qui correspondent à des forêts ou des ensembles de forêts. Au commencement de tout cela, forcément, c'est pas le directeur général de l'ONF qui s'est levé un matin en se disant tiens, si on faisait de la futée irrégulière. Au début de tout cela, il y a une crise qui date des années 2010-2011. Pourquoi ce calendrier? Quand je dis crise, ça veut dire qu'il y a eu suspension sur l'application de documents d'aménagement, un moratoire sur les coupes, une baisse de 40% de la récolte de bois en Île-de-France, et on va dire finalement une situation de blocage avec des fortes tensions avec la population locale et avec les élus.
Ce calendrier, pourquoi particulièrement dans ces années-là, si on remonte un petit peu plus loin dans le temps, après la tempête Lothar de décembre 99 qui a fortement affecté l'Île-de-France, il y avait eu de fait une suspension de la gestion ordinaire pour traiter la crise. Et petit à petit, ça comptait de l'année 2004-2005 que les forêts franciliennes vont, on va dire, retrouver le cours normal des choses et vont être dotés de nouveaux documents d'aménagement bâtis selon les standards nationaux classiques de l'Office national des forêts. Et c'est vrai que cette remise en route petit à petit du système, après quelques années d'application, alors que seulement le tiers des forêts ont repris le cours normal des choses et qu'on a au pire, enfin, au mieux, un recul de 5 ou 6 ans d'années d'application, effectivement, le système va complètement imploser avec un blocage. Année 2010-2011, ça peut nous paraître déjà vieux, mais on était à l'époque aussi dans une pleine période d'avènement des blogs, alors remplacés depuis par les réseaux sociaux, bien fait pour eux, mais en attendant, ils ont fait leur office pour catalyser effectivement toute la grogne autour de cette gestion forestière. Alors, tout cela, c'est pas, je dirais, cette crise, elle n'est pas complètement née en ce début du XXIe siècle par une prise de conscience environnementale de la part de la société civile. En fait, elle a été accompagnée de nombreux précédents et c'est pas quelque chose de neuf. C'est quelque chose qui, je dirais, est aussi vieux que l'émergence du tourisme en forêt au courant du XIXe siècle. Et si je prends l'exemple de la forêt la plus célèbre de la région, la forêt de Fontainebleau, sur les 9 projets d'aménagement qui ont été édités depuis entre le code forestier et les années 2015, 5 n'ont jamais été approuvés par le ministère de tutelle, ils se sont fait torpiller en montant à Paris, 3 seront modifiés avant échéance ou rendus caducs avant leur échéance, et le seul qui soit passé au travers, le 9e, préconisait le traitement en futé jardiné, c'était l'aménagement de 1904. Dans toujours la même forêt, c'est en 1861 aussi qu'ont été officialisées les serres artistiques, qui ont été les premières mesures de protection stricte, là aussi pour s'opposer aux coupes. Et finalement, au-delà de ces crises qui se répètent et qui reviennent régulièrement depuis maintenant bien des décennies, finalement, le leitmotiv reste toujours le même, c'est toujours cette fameuse coupe rase qui est au cœur des débats, cette coupe rase qui est réputée aux yeux du grand public signer finalement l'affirmation d'une vocation productive, une forme d'asservissement de la forêt au profit de la récolte et de l'approvisionnement de l'industrie, et qui serait réputée peu respectueuse des paysages, de la nature. Et finalement, c'est quelque chose qui va, on va dire, traverser les âges et qui va subsister jusqu'à présent. Alors, des contestations autour de la coupe rase, enfin, encore une fois, un coupe rase à entendre au sens du grand public, on dirait que c'est pas propre à l'Île-de-France, on en trouve aussi dans les autres régions et on y est périodiquement confronté. Alors, pourquoi est-ce qu'en Île-de-France, on a complètement changé de paradigme alors qu'ailleurs, pas nécessairement? Vous me direz que c'est parce que les Parisiens sont plus nombreux et qu'ils râlent plus fort. En partie, oui, mais surtout, ils râlent plus tôt. C'est-à-dire que alors que dans d'autres régions, la contestation généralement survient alors que le gestionnaire est sur la trajectoire qu'il a prévue et que la crise fait suite à l'application pleine et entière des dispositions, le tableau que vous avez sous les yeux vous indique qu'en Ile-de-France, on n'a même pas le loisir de pleinement appliquer les dispositions prévues. C'est-à-dire qu'on voit que si on regarde les forêts périurbaines, quand on fait le bilan de tous les aménagements qui ont été édités sous l'ère ONF, en fait, on voit qu'on est à peu près au tiers de ce qui était prévu en matière d'efforts de régénération et au tiers de la surface d'équilibre, donc surface à régénérer théorique. Donc finalement, la contestation vient très précocement et alors même que la futée régulière ne trouve pas de façon pleinement à s'appliquer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en optant pour la génération du traitement irrégulier, on ne dira pas qu'on a jeté aux orties l'application pleine et entière du traitement régulier, puisqu'on voit que de toute façon, il n'a jamais trouvé son plein épanouissement. De fait, d'ailleurs, si on regarde dans l'histoire, il y avait une variété des modes de traitement qui existaient de fait jusqu'à la première moitié du XXe siècle dans les forêts franciliennes avec des traitements assez variés, et que finalement la génération sur le papier du traitement futée régulière viendra avec la création de l'Office national des forêts, donc à partir des fin des années 60, et elle sera parachevée que dans les années 80. Mais on le voit, elle n'aura, si elle est généralisée sur le papier, elle n'aura jamais une transcription d'un point de vue opérationnel parfaite. Aujourd'hui, la situation, où en est-on et quel est le bilan et quels sont les apports en fait de ce changement de paradigme et de changement de mode de traitement? On l'aura compris, on est sur une gestion qui est jugée à l'aune de cette discrétion. C'est-à-dire que pourquoi avoir opté pour le traitement en futée irrégulière?
C'est parce que dans son approche et en creux du refus de ces coupes rases, il est réputé être plus respectueux des paysages, de la dynamique naturelle et donc finalement quelque part moins intrusif. D'une certaine façon, il affirme de manière un peu moins ostensible une forme de primauté qui serait donnée à des considérations sur la pesante de bois. De fait, aujourd'hui, la récolte est rétablie aux alentours de 220 000 m3, ce qui ne représente quand même que 50% de l'accroissement biologique, mais surtout dans un climat beaucoup plus apaisé. Est-ce à dire que tout est réglé, que tout va bien dans le meilleur des mondes? On n'a pas complètement tout aplani et on n'en a pas fini avec les tensions avec la population locale. Pourquoi? Parce que finalement, il reste quand même une revendication qui, elle aussi, est aussi vieille que la contestation et donc à bientôt 2 siècles. C'est le fait de concevoir que la récolte puisse être un objectif à part entière. Puis, si je reviens sur la forêt de Fontainebleau, déjà dans les années 1870, un comité de soutien revendiquait que la forêt ne soit plus sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, mais du ministère des Beaux-Arts ou de l'Éducation nationale, une façon de, quelque part, la sortir de ces considérations, on va dire, marchandes d'approvisionnement de bois. On est toujours face à un jugement quasi d'ordre moral sur le fait de dire que dans ces forêts périurbaines, où il est vrai que leur valeur n'est pas dans l'approvisionnement en bois, mais dans tous les services écosystémiques, euh, finalement, il y a quelque chose d'avilisant ou d'amoral à faire de l'argent avec et à se livrer à des activités mercantiles. Et à la limite, si les gens conçoivent la récolte de bois, ils n'appellent pas une forêt en libre évolution, ils conçoivent que la forêt puisse être gérée pour répondre notamment aux besoins d'accueil du public, mais ils parlent bien d'une forêt gérée, pas d'une forêt exploitée. On est toujours confronté à une revendication aujourd'hui qui voudrait qu'il advienne de la récolte de bois ce qu'il est devenu en son temps de la chasse. Rappelons que la chasse, dans ces forêts de l'Île-de-France, aux plus anciennes forêts royales, était un objectif à part entière, pour finalement, au fil du temps, ne devenir qu'un moyen mis en œuvre lorsque c'est nécessaire, mais elle n'est plus du tout un objectif. Et finalement, l'abattage, l'exploitation des bois, aujourd'hui, reste pour une bonne partie des Franciliens conçu un peu de cette façon, que la forêt soit gérée, oui, qu'elle soit exploitée et que la récolte reste un objectif à part entière, il y a clairement aujourd'hui un refus, mais qui, encore une fois, s'exprime depuis très longtemps. Et là, je cite un de mes prédécesseurs, Grenot, qui était conservateur des eaux et forêts, il y a maintenant plus d'un siècle. Parmi les griefs innombrables à l'administration forestière, le principal, celui qui résume tous les autres, consiste à dire que la forêt est exploitée d'une façon industrielle, traitée comme une usine à bois. Encore une fois, malgré le traitement en fumée irrégulière, lorsque l'on récolte un chêne de 60 cm de diamètre parfaitement sain, les gens ne sont pas dupes de la finalité et savent bien qu'effectivement, la récolte reste un objectif. Donc, on n'a pas complètement aplani, mais on va dire on a largement soulagé les tensions à travers des options de gestion qui se voulaient plus respectueux des paysages, du moins tels que les concevaient nos concitoyens. Voilà, je vous remercie. Je reste à votre disposition pour les questions.